Alors, on va débuter l'après-midi. Enfin, on va quitter Montréal carrément dans les prochaines minutes et on va s'en aller dans le Grand Nord québécois. C'est une région qui a fait beaucoup jaser ces dernières années pour diverses raisons, notamment politiques avec M. Charest et de plus en plus avec le gouvernement Couillard à cause évidemment du fameux plan Nord. D'ailleurs, on me dit entre les branches, j'ai entendu dire ça, je ne sais pas si on pourra confirmer, mais qu'on aura peut-être un peu plus de détails sur le plan Nord à partir du mois d'avril, donc très très prochainement, on connaîtra davantage les intentions de M. Couillard. Mais la question du Grand Nord a souvent été abordée d'un point de vue économique. Donc, on parle d'extraction de ressources naturelles et on parle davantage de territoire souvent quand on parle du Grand Nord plutôt que de paysage. Et pour la plupart des gens, disons qu'on a une vision très abstraite des paysages nordiques si on n'y a jamais mis les pieds, pour ne pas dire même caricatural. Et c'est mon cas, je n'ai jamais eu la chance d'aller visiter cette région-là. Donc, les images qu'on se fait, c'est ce qu'on voit dans les médias, par exemple, ou ces choses-là. Et les transformations sur ce paysage nordique au cours des prochaines années seront majeures. D'ici 2035, on prévoit des investissements publics et privés de l'ordre de 50 milliards de dollars. Donc, bien sûr, c'est en lien avec le plan Nord. Et on devra construire des routes, des logements pour les travailleurs, des routes aussi, ou bref, tout ce qui est transport de ressources, que ce soit par chemin de fer ou autre, on verra ce qui sera choisi par port maritime. Mais bref, transformation majeure à venir ces prochaines années. Donc, quel est le rôle de l'architecte paysagiste dans ce contexte-là? Quel rôle devrait-il jouer? C'est la question, une partie de la question du moins, à laquelle tenteront de répondre nos invités. Et pour guider nos invités, nous avons un modérateur que vous connaissez probablement. Il est dans le milieu depuis quand même quelques années. Professeur à l'École d'architecture de paysage de l'Université de Montréal depuis 1971. Président émérite de la Commission de la planification environnementale de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Président de la Commission de la qualité environnementale CATIVIC. Aussi lauréat de plusieurs prix professionnels, académiques, communautaires. Voici donc Peter Jacobs. Merci. Mes salutations à tous mes collègues. Ça me fait énormément plaisir de vous parler très rapidement du panel. Vous allez entendre des personnes assez expérimentées avec des idées assez intéressantes. Je me permets quand même de vous parler très rapidement, peut-être pas si rapidement que ça, afin de vous mettre un peu en contexte. Et ça me semble particulièrement importante parce que le plan Nord, le dit plan Nord, c'est quand même gigantesque. Nous parlons d'un territoire au-dessus du 49e parallèle, qui vaut deux fois le territoire de la France. Pense à ça. Nous parlons parce que je suis impliqué avec la communauté inuit depuis 1979 à peu près, donc pour presque une quarantaine d'années. La communauté inuit, selon la situation un peu légale, Nunavik est au-delà du 55e parallèle. Le territoire visé est exactement presque identique au pays de l'Espagne. Donc, nous parlons d'un territoire qui est vraiment immense. Et qui est d'ailleurs particulièrement intéressante dans le sens que je prends comme hypothèse que le Grand Nord, vu du Sud, est largement perçu comme un territoire. Alors, vu du Nord, Nunavik est une patrie. C'est une terre natale d'un peuple qui se sent établi sur les rives de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava depuis au moins 5000 ans. Donc, je pense important que vous vous situez dans ce contexte.
Bien que la culture des Inuits soit passée d'une pratique pré-industrielle à une pratique post-industrielle, à l'intérieur de quelque chose comme 50 ans, nous assistons toujours à des prémices culturelles qui sont issues des valeurs intimement liées à une histoire et à des vécus indépendants des nôtres. Citant comme exemple que la culture des Inuits est telle que les concepts de jardin, de paysage, de wilderness n'ont pas une portée particulière. Plusieurs questions se posent par rapport au fondement de notre profession. Que se passera-t-il si le paysage bouge? Si les frontières ne sont pas permanentes? Qu'est-ce qui se passe si nous perdons de vue des paysages à cause d'une perte de connaissances traditionnelles? Qu'elle se passerait-il si nous avions à penser des paysages à très, très long terme? Tout récemment, le Plan Nord propose le développement des nouveaux parcs nationaux et la construction des infrastructures de transport et d'énergie nécessaires à subventionner des immenses projets miniers à travers le Grand Nord. Quels sont les impacts économiques, environnementaux et sociaux à court, moyen et long terme sur l'environnement physique, social et culturel de Nunavik? Qui prendra les risques et qui recevra les bénéfices du développement proposé? Y a-t-il des changements que vous pourriez imaginer au Plan Nord afin de bonifier l'avenir de l'environnement physique et social de Nunavik? Une brève esquisse de Nunavik. Nunavik est un immense pays, comme je vous avais dit, de grandeur de l'Espagne, plus large que 200 sur 250 pays du monde. Il est habité par entre 13 et 15 000 personnes, donc 90% sont des Inuits. La densité de peuplement de territoire, c'est une Inuk pour chaque 500 km². C'est pas dense. La population est jeune. 36% sont de 0 à 14 ans, avec un âge médian de 19,6 ans. Donc, l'âge moyen médian, c'est de 20 ans. C'est vraiment jeune. Ce qui porte une grande importance à une éducation et une formation effective et pertinente, fondée à la fois sur les connaissances traditionnelles du Nord et les connaissances scientifiques et techniques du Sud. Bien qu'il y ait plus d'emplois par personne à Nunavik que dans toute autre région arctique du Canada, 24% des jeunes Inuits n'ont pas d'emploi. Par contre, l'économie est mixte. 80% des ménages participent aux activités de récolte et 30% des familles récoltent 70% des produits qu'ils consomment. Donc, la consommation de ce qu'on appelle country food est vraiment au niveau de 70%. La récolte est fréquemment partagée avec d'autres ménages et dans certains cas, jusqu'à 18 différentes familles sont bénéficiées. Comme je vous avais dit, la question de Grand Nord, il faut souligner grand. Il y a 4 parcs nationaux qui viennent d'être... Forget it, it's going to be way more than that. Il y a 4
4 parcs nationaux qui viennent d'être nommés. 2 officiellement, 2 attendent à être officiels. Une se passe autour de territoires de la rivière Grand-Baleine, de Nastopoka, ainsi de suite. C'est un territoire qui est de 26 000 km². Le parc sera alors plus grand qu'un tiers des pays au monde. C'est juste un des 4. Je voulais maintenant insister sur un fait qui est particulièrement intéressant, c'est que le parc, le zéro ne va pas. Je voulais juste souligner le fait que ce parc se trouve exactement sur le site qui était proposé pour le projet Grand-Baleine, il y a à peu près une trentaine d'années. Donc, il y a une évolution vers un respect de la nature. Dans ce cas, la Nastopoka était particulièrement importante face à la conservation des biens de Nord. Je termine avec le fait qu'il y a des projets miniers qui se proposent pour la fosse de Labrador, un territoire d'incroyablement riche au nord. Et ces projets sont perçus comme étant des projets qui vont durer 100 ans, qui vont être en production 24 heures par jour, 365 jours par année pour 100 ans. Et il se trouve à côté des petits villages des Inuits. La question se pose. Comment juste peut-on assurer le mieux-être et le développement des communautés, un des objectifs explicites du Plan Nord? Après plus que 25 ans, ces questions, parmi d'autres, suggèrent dans cette brève introduction, portent sur le défi d'un développement et une conservation équilibrée face à une culture qui a perduré 5000 ans et c'est un défi de taille. Pour s'affronter, on a 4 experts, Patrick Beauchesne, excusez-moi, formé comme forestier à l'Université à Laval, un sous-ministre adjoint qui se préoccupe essentiellement de la conservation de la nature. Il sera suivi par Paula Meijering, qui est, comme vous savez très bien, diplômée de Harvard Graduate School of Design, cofondatrice de Wanted Paysage, qui va nous parler de wilderness, suivi de Claire Lemieux, qui a travaillé sur des façons techniques à restaurer les territoires miniers. Et on va conclure avec Marie-Pierre McDonald, diplômée de l'école, quelqu'un qui a travaillé sur des conditions des Premières Nations et qui travaille actuellement au sein de l'administration régionale de Kativik, qui est le gouvernement régional de Nunavik. Alors, Patrick, je vous invite à prendre la parole. Alors, rebonjour à tous et à toutes. On a le défi de lutter contre votre digestion, donc on va essayer d'être dynamique dans la présentation. Donc, j'ai le bonheur de vous présenter le Plan Nord, juste pour vous indiquer simplement que pour le ministère du Développement durable, Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, on est évidemment partenaire gouvernemental, mais surtout associé à la question des objectifs environnementaux et de conservation qui sont associés au Plan Nord.
plusieurs autres ministères, le plan Nord étant sur la tutelle du ministère de l'Énergie et Ressources naturelles. Donc, j'ai intitulé la présentation, en fait, c'est en 3 thèmes, puis je vais essayer d'explorer chacun de ces 3 thèmes-là avec vous cet après-midi. Les paysages à conserver, les paysages à développer et les paysages à intégrer. Les statistiques ont été données. M. Jacobs a parlé surtout du Nunavik, le nord du 55e. Mais en fait, si on prend le nord du 49e, effectivement, c'est 72% de la superficie totale du Québec, 1,2 million de kilomètres carrés, donc 120 000 habitants, donc une densité de 1 habitant aux 10 km² de façon générale sur le territoire du plan Nord. 4 nations autochtones, les Cris, les Naskapis, les Inuits et les Inuits. Et évidemment, beaucoup de potentiel au niveau des ressources biologiques, des ressources naturelles. Les paysages à protéger. L'engagement que le gouvernement du Québec, cela je peux le rendre public. Le plan Nord n'est pas public encore, il va être annoncé effectivement dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais le premier ministre Couillard a écrit une lettre le 11 novembre dernier au président de l'Union internationale de la conservation de la nature dans le cadre du sommet, du sommet des parcs nationaux qui avait lieu à Sydney en Australie. Une lettre qui mentionnait les objectifs qui vont être intégrés au plan Nord en matière de conservation. Il me reste déjà 5 minutes. Yes, on va aller vite. Donc, consacrer 50% du territoire du plan Nord à des fins autres qu'industrielles, protection de la biodiversité et protection de l'environnement. Et une cible spécifique de 20% d'aires protégées, dont 12% en forêt boréale. Et ce faisant, le Québec atteindrait les cibles qui ont été déterminées par les pays signataires de la Convention internationale sur la diversité biologique dans le plan d'Aichi Nagoya au Japon en octobre 2010. Tout ça, ces cibles-là de 20% d'aires protégées d'ici 2020. Sur une carte, concrètement, ce que vous voyez en beige oui, en tout cas, c'est pas vraiment foncé, mais le nord du 49e, c'est tout le territoire du plan Nord. La limite que vous voyez en rouge, c'est la limite nordique de l'attribution des bois. Donc, c'est au-delà de cette limite-là, la forêt n'est plus aménagée, donc n'est plus sous récolte par les compagnies forestières. Peter parlait du parc national de Tursuyuk. C'est l'immense tache brune que vous voyez du côté de la baie du Tson, qui fait donc 26 000 km². Donc, essayez de repérer l'île de Montréal, tout au sud. L'île de Montréal qui fait, elle, 600 km². Donc, vous voyez, faites la différence. Un seul parc national couvre plusieurs dizaines de fois l'île de Montréal. Quand on parle de paysage, ce qu'on voyait, par exemple, en conférence ce matin, l'aménagement de l'eau abandonnée dans la ville de New York, des petites parcelles, il faut voir comment je dirais ça, l'immense différence géométrique dans la perception des espaces lorsqu'on parle de paysage. Et les autres taches vertes que vous voyez ou de d'autres couleurs, ce sont des aires protégées du réseau des aires protégées du Québec. Actuellement, à l'échelle du Québec au complet, on a 9,16% du territoire sous forme d'aires protégées. Ça représente plus de 152 000 km² de territoire. On est victime du fait que le Québec fait 1,6 million de km², c'est immense. Donc, en termes de pourcentage, 9,16, on n'est pas tellement loin, mais on est en kilomètres carrés la première province au Canada en termes de nombre de kilomètres carrés protégés. Des paysages. Vous voyez ici le paysage de la rivière Covik. Regardez la petite étoile en haut à gauche, c'est la localisation de la rivière Covik. Pourquoi on a choisi ce territoire-là? Peter en a parlé. Sans vous donner un grand cours de la biologie de la conservation, le réseau des aires protégées est basé sur le principe fondateur de la représentativité de la biodiversité. Donc, il faut des aires protégées du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour représenter l'ensemble de la diversité écologique du Québec. Dans ce cas-ci, au niveau de la rivière Covik, l'élément majeur pour la protection du bassin versant de la rivière Covik, et là on parle de 5000 km², c'était la protection de la source alimentaire pour les Inuits, qui est l'omble chevalier. Donc, c'est une aire protégée à des fins utilitaires de maintien d'une source alimentaire. Vous voyez quelques éléments de ce territoire-là qui sont particuliers en termes d'usage. Et ce que vous voyez à droite, ce sont des filets d'omble arctique. Donc, c'est un poisson, une espèce de grosse truite absolument magnifique. L'intégration du savoir traditionnel autochtone dans la détermination du territoire a été aussi un élément fondamental. D'autres paysages qui sont déjà sous forme de protection, le cratère du Nouveau-Québec,
qui est aussi un parc national, qui est un impact météoritique, d'où sa forme circulaire, avec une eau d'une pureté absolument exceptionnelle. Quelques habitations, notamment établies par le parc national pour accueillir des visiteurs. Je vais aller plus vite. J'avais vu beaucoup de matériel. Le parc des Pingaluit, donc ça aussi, c'est associé au cratère du Nouveau-Québec. Vous voyez des grands chemins d'eau, des grands paysages. On est au Québec, c'est le parc national de Courujouac, qu'on appelait auparavant les monts Torngat. Donc ce sont des grands paysages symboliques qui sont protégés maintenant dans le cadre de la stratégie sur les aires protégées du gouvernement du Québec. Encore une fois ici, l'élément central pour les Inuits, les rivières, la navigation, les chemins d'eau, c'est à travers ça qui circulent sur le territoire, bien évidemment. Je vais passer rapidement. Tursuyuk, excusez l'écriture, on ne le voit pas au complet, c'est le grand parc de 26 000 km², formation géologique exceptionnelle, des cuestas, donc des rémanents de roches métasédimentaires, un phénomène absolument majestueux au Québec. Je passe. On m'indique que le temps file. Des paysages à développer. Grosso modo, vous voyez en vert foncé le territoire du plan Nord et les petits onglets, ce sont des sites éventuels de potentiel minier. Encore une fois, il faut se ramener à l'échelle de ce que pourraient être les projets miniers, sachant qu'il y a un projet minier environ aux 10 ans qui finit par ouvrir. Mais en termes d'intégration dans les paysages, je vais passer rapidement ces informations-là pour vous amener à une photo que je trouve intéressante en termes de diagnostic sur le temps zéro d'un territoire. Vous voyez en bas de la photo, on voit une rivière qui est de couleur plutôt orangée. De façon immédiate, la plupart des gens à qui je montre cette photo-là pensent que c'est une rivière qui est contaminée par des lexivia de résidus miniers. Mais non, c'est la couleur naturelle de la rivière, simplement parce que les formations géologiques de ce territoire-là sont friables et sont des matériaux qui sont facilement oxydables. Donc, dès qu'ils sont mis en circulation dans l'eau, ça rouille, ça fait cette couleur orangée-là. Je voulais simplement pour vous montrer cet élément-là, parce que quand on parle d'intégration dans le paysage, puis la prise en compte de certains paysages, notamment à l'égard des éléments miniers, c'est important de se donner le temps zéro, ou encore la question du territoire témoin. Et les aires protégées, une des raisons d'être, c'est aussi de se donner des territoires témoins pour être capable de suivre de quelle façon les territoires qui vont être mis en valeur vont évoluer et les stratégies de maintien, protection ou de restauration de l'environnement. Je passe ici sur le côté forestier pour vous parler de, en fait, l'intégration, je dirais, de la préoccupation paysage pour la gestion du territoire forestier. Il y a une partie du plan Nord qui est couverte par la forêt aménagée. Et la stratégie qui est adoptée depuis 2010 par le gouvernement du Québec, par la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, c'est ce qu'on appelle la gestion écosystémique des forêts. En fait, pour ramener ça de façon très simple, c'est basé sur le mimétisme de la dynamique naturelle des paysages forestiers pour que les stratégies d'aménagement forestier collent à ça. En forêt boréale, il y a deux grands régimes de dynamique et de renouvellement du couvert forestier. Il y a les incendies et les feux. Et il y a un patron de distribution de ces régimes de perturbation-là. Il y a des scientifiques qui étudient ça depuis très longtemps. Et l'idée étant que si la biodiversité a adapté son niveau de résilience à la façon dont les paysages naturels sont perturbés par les éléments naturels, les feux, les maladies, les insectes, et que si le patron de coupe qui est fait par les compagnies forestières dans leur plan d'aménagement imite ce patron-là, l'hypothèse est posée que l'élément biodiversité ou la résilience des écosystèmes devrait s'approcher du seuil naturel. Donc, à très grande échelle, parce que le territoire forestier commercial au Québec, c'est 700 000 km², la stratégie inspirée par la dynamique naturelle des paysages devrait tendre vers un élément de maintien des attributs de biodiversité en forêt boréale. Donc, je vous laisse sur cette photo-là, une autre photo de grande photo. J'aurais pu en parler encore longtemps, mais mon temps est écoulé. Je vous remercie beaucoup. Si vous me permettez une petite intervention, vous avez vu le lac Pingaluit. Et juste pour parler de très longtemps,
Si tu mets un verre au fond de ce lac, tu le lèves, tu vas goûter de l'eau de 1800. Ça veut dire que le bassin est tellement imperméable, il y a tellement peu d'évaporation que l'eau est absolument unique. Il y a 3 lacs comme ça à travers le monde. Et c'est un exemple de ce qui est un véritable bijou et la raison d'être d'un tel parc. Maintenant, on va écouter Paula sur l'idée de wilderness. Je vais parler en anglais. Can you not show the card all the time, but maybe once when we start at 10, once at 5, and 1 at 2 minutes, please? To begin with, I'm not a specialist on the north, okay? Let's make that very clear. But I appreciate discussions on natural resources and dynamic geographic relationships that can contribute to this discussion on the north. So I will offer some general observations. At a conference 2 weeks ago at the University of Montreal, Philippe Correa is a professor at urbanism at Harvard, spoke about rapidly transforming geographies in South America. He mentioned that 10 projects are currently underway to establish connections between the west and the east coast of South America. Historically, all major settlements are on the edges, rendering the interior what he calls the hinterland. And these 10 cross connections will reduce the connection travel time between the west coast and the east coast about 2 to 3 weeks, resulting in economic opportunities and social change. Emerging markets is a term being used. These 10 projects, Philippe speculates, will drastically alter the conception and organization of the continent. He studies this phenomenon in relationship to mining and associated urbanisms. Recent scientific research shows, this is 2013, that global warming make the trans-Arctic shipping routes and extended existing shipping routes navigable by mid-century. We're talking 50 years here. The new shipping route is located along the northern edge of Canada and is called the Northwest Passage. This is a new route. The forecast is, conservatively speaking, that change in temperature will melt the ice cap such that in the next 50 years, accessible routes are established. Here you can see what the other routes would do to shortening travel routes. It is speculated that these new trans-Arctic shipping routes have important economic, strategic, environmental, and governance implications for the region. Northern Quebec is located relatively close to these routes, and increased accessibility might have an impact on the organization of the province of Quebec. The North, or Le Nord, is a kind of territoire imaginaire, an imaginary territory, as most of us have never been there. We only dream about it. We have our own imagination of how large it is, its scale, what it consists of, mountains, lakes, colors, vegetations. But there lies great quality in this imagined, inaccessible territory. It is part of a collective imagination, and the North is fundamental to Quebec's culture and identity. And I'm from the Netherlands, but I would speculate that that is true for most people who are here in this audience. Although 14 Inuit communities are located around Nunavut's periphery, a large part of this landmass can be described as wilderness.
These are these communities with offshore rights and inland rights. This image is interesting because it shows the end of the road, which is somewhere in the middle, and the inaccessible country in the middle. Fantastic. To discuss the idea of wilderness, it is always helpful to read Roderick Nash's book, Wilderness and the American Mind. Though first published in 1967, its content continues to be relevant today. It addresses the dilemmas associated with notions of wilderness. The book has 3 other publications, the last one in 2001. Nash argues that the idea of wilderness resists easy definition, as it is of a personal, symbolic, and changing kind. The concept of wild is applicable to those parts of nature not subject to human control. Uncontrolled nature became wilderness. Still associated with the unknown, the disordered, the dangerous, clearly wildness must be outside of urbanity rather than inclusive. It is interesting that we here in Montreal, an urban center, discuss the North, a place that few of us have accessed. This book includes discussions on Alaska, and a parallel could be drawn between Alaska and Quebec on notions of wilderness. This chapter illustrates an intense 10-year-long controversy on the disputed value of wilderness, the Alaskan way of life, rights of native people, political control, extractive rights, and the need for wilderness protection. In 1980, these discussions were concluded with the signing of the Alaska National Interest Lands Conservation Act, signed by President Jimmy Carter, through which large parts of Alaska were protected. This was considered the greatest single act of wilderness preservation in world history. This is that act of 1980. Here are some fragments of this controversy. In Alaska, north of 60 degrees latitude, the sun does not shine at all in the heart of winter, and temperatures of minus 40 degrees are routine in all interior locations for months at a time. Anybody who says that the ecology is fragile is an ignoramus, I guess that's someone who's ignorant, or a goddamn liar, says Joe Vogler of the Alaskan Independence Party. In his view, the wilderness ecosystem of Alaska needs no legislative protection. Our climate protects the ecology, he says. Our geography protects it. In 1977, so we're really talking about the period between 1970 and 1980. In 1980 was when this act was signed. 1977, Trans-Alaska Pipeline is constructed through the heart of the hardest country. So just a kind of a panorama of that discussion at the time. From the natives' perspective, the whole concept of wilderness was a curious white myth that ignored history. Eskimos were using the land for hunting and fishing and trapping, as they have done for 15,000 years. I mean, here you can, of course, see the link with Quebec. This land is habitat and home country. In fact, the whole concept of wilderness in Alaska is ethnocentric to the point of being insulting. Wilderness protection was by some seen as a white man's endeavor. The scarcity theory of value favored civilization. The appreciation of wild land was seen in juxtaposition of urbanity. In the 60s and 70s, the United States saw an incredible interest in wilderness and national park. Their visitation had never been so high. This interest came largely from an urban population that saw an appreciation in wild places left untouched. The focus on Alaska was that it was seen as the last opportunity to protect one of the largest
wild places remaining. Okay, then I'm going to skip some parts because there's no more time. We all know this document, it's Charest, 2009. So, population of Canada lives at the bottom. This is Quebec. We are one of these pink dots there, I think. This is the blue mines active, and the pink is the territoire avec potentiel minier. It's considered 40%. So this is with the existing protected lands. For political reasons, I took out the image with all the pink that is if the potentiel minier would be 100%. So let me finalize this. One interpretation of the 2009 minerals project is that the North could be conceived in terms of commodification, that the value of this land is related to economic output. It is possible that through climate change, increased accessibility to the edges of northern Quebec, spatial and economic changes are conceivable that affect the North as an ensemble. One could imagine changes in the social makeup of native communities, new settlement patterns, energy production, varying infrastructures, extractive practices, and tourism. These transformations will affect the landscape of the North and will reduce the notion of wilderness. In concluding, and as pertaining to the subject of this roundtable discussion, what's the role of the landscape architect? And I would state that a landscape architect must be involved in any project where land is to be transformed, and this person must be involved from the beginning of the process of transportation, not at the end, as is usually the case. Especially in situations with conflicting claims on the land, social, economical, environmental, landscape architects can, through their ability to synthesize and prioritize, we're good at that, I would say, offer valuable contributions to the transformation of the North. Thank you. Thank you, Paula. One of Paula's slides, une des diapositives de Paula, a été effectivement de cette traversée de pipeline à travers le paysage qui marque le paysage. Vous pourriez imaginer alors les impacts des projets miniers. Et le défi, comme Paula a proposé, qu'il nous faut restaurer le paysage à partir du moment qu'on commence à creuser. Alors, Claire Lemieux a un tel genre d'expertise et va nous parler effectivement des processus de restauration des paysages ainsi marqués. Alors bonjour, merci de cette invitation à partager avec vous certaines réflexions à propos de mon expérience. On a vu tout à l'heure d'énormes territoires, de très grands territoires pris en photo, les magnifiques photos qu'on a vues dans la salle du dîner. Je vais vous inviter à faire un zoom-in plusieurs fois pour nous rendre à un aspect très pointu, c'est-à-dire vraiment à la surface du sol, et essayer de voir comment on peut laisser quelque chose, laisser un héritage à cette faune et à ces gens qui utilisent ce territoire souvent abîmé ou altéré par de différentes pratiques minières. La première chose qui m'a frappée quand je suis allée sur un site minier, c'était celui-ci. On m'a amené tout de suite très haut, au point le plus haut. Ceci, c'est une halde stérile qui commençait à être végétalisée.
et mon passé de géomorphologue est venu me chercher. J'étais sur le point le plus haut du paysage. Alors, on est dans cette ancienne surface d'érosion qui est le bouclier canadien, tangence des sommets, si vous vous rappelez bien. Et tout à coup, un man-made montagne me propulse tout à coup au sommet du territoire. Alors, j'ai été vraiment sidérée. Alors, comment travailler... C'est vrai, c'est moi qui contrôle. Comment travailler sur la végétalisation de ces sites? On a réfléchi beaucoup. On a eu la chance on a repris un site qui était déjà en marche, donc on a eu la chance de repenser le programme de revégétalisation et on a eu la chance de le voir évoluer sur plusieurs années. Vous savez, l'histoire de la revégétalisation des sites miniers, l'historique qu'on a, c'est quoi, 30, 35 ans? Il y a eu des échecs et on est en train de voir maintenant qu'est-ce que ça donne. Voici ce que nous, on a proposé. Alors, à court terme, nos priorités étaient d'établir rapidement une végétation stable et autosuffisante. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. On voulait également, c'était des surfaces laissées à nu. On voulait permettre le contrôle de l'érosion des surfaces dénudées et des pentes. À moyen terme, on veut favoriser l'établissement rapide de milieux naturels caractéristiques de la région et, évidemment, redonner au milieu un potentiel de support faunique. Voilà. L'approche qu'on a mis de l'avant, d'une part, pour avoir un couvert végétal permanent, il y a plusieurs stratégies. On a cherché à les identifier. Et on voulait également optimiser les coûts associés au plan de fertilisation nécessaire pour assurer un couvert végétal autosuffisant. On est dans le nord, on est sur souvent des dépôts meubles presque inertes, à 0,1 % de matière organique, et on doit faire surgir des tulipes, façon de parler. Alors, ce n'est pas miraculeux. Ça prend une fertilisation, des amendements et un plan à long terme. Et aussi, la question qu'il faut se poser, c'est quand on arrête tout ça, ou quand les exploitants de la mine décident de ne plus fertiliser, il faut se poser, c'est quand on arrête tout ça, ou quand les exploitants de la mine décident de ne plus fertiliser, est-ce que ce couvert va se maintenir? Les éléments visés, dans notre cas, l'emphase a été mise sur 2 éléments. D'une part, l'établissement d'une prairie. Cette prairie, elle va servir de base à une succession naturelle de la végétation, donc la biodiversité qui va pouvoir s'implanter. Et également, on n'a pas regardé seulement le paysage visible, on s'est intéressé au paysage invisible, c'est-à-dire le développement d'un sol sous-jacent apte à fournir tous les nutriments aux plantes. Alors, quelques déterminations techniques, le choix du mélange de semences. Quand on parle de contrôle de l'érosion, on a besoin d'une prairie, on ne s'en sort pas. Les procédures, vous savez qu'on est par exemple dans un matériau fluvio-glaciaire. Comment on fait pour travailler? C'est du silt très fin, préparer un lit d'ensemencement, ça prend des résultats, il faut que ça marche, oui. Mise sur pied d'un programme d'analyse des sols. Je vous parlais qu'on s'est intéressé au sol et au développement des sols. Alors, ce programme est un élément clé. Détermination des besoins fertilisants en réponse à ces analyses de sol. Ce qu'on veut, c'est que tout soit optimisé pour réduire les coûts et optimiser les apports en fertilisation. Voici cette fameuse prairie. Surfertilisation en azote. Vous voyez très bien nos graminées extrêmement hautes, nos légumineuses très basses. On a voulu corriger la situation. Ça, c'est très facile à faire en passant. Mais qu'est-ce qui se passe quand on quitte? Alors, qu'est-ce qu'on voulait pour notre couvert végétal? D'une part, des espèces composées de graminées et de légumineuses. Certaines sont indigènes, pas toutes. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Nos légumineuses vont fixer l'azote et enrichir le sol. C'est ce qu'on vise, travailler sur le sol avant tout. 40% de notre mélange de semences et légumineuses, bon, des aspects techniques, mais notre but, c'est que lorsque notre prairie sera autosuffisante, ce ratio graminées-légumineuses va se rétablir naturellement et fera place à une succession végétale naturelle. Et ce sol, le voici. J'ai des centaines de photos comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un des aspects les plus difficiles à développer. C'est ce sol, par la suite, qui va soutenir la végétation qu'on va laisser. Les marbrures, l'humus, les marbrures, les veines, les couleurs, tout ça, c'est le développement d'une matière organique qu'on essaie d'insuffler au sol. Alors, évolution prévue du sol en milieu fertilisé. Bien, nos sols de départ, évidemment, sont très faibles en matière organique. On veut prévoir l'enrichissement de ce sol par rapport à des critères bien définis, d'où la présence de l'agronome qui fixe ces critères. On favorise
non seulement on ne veut pas répondre seulement aux besoins en nutriments des végétaux, donc toute la croissance aérienne, mais on veut favoriser un enrichissement des nutriments du sol qui va ensuite soutenir la végétation. On veut réduire la fertilisation azotée au strict minimum, merci. Et une baisse des besoins en nutriments des prairies va entraîner un enrichissement direct du sol sous-jacent. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut avoir un maintien de la végétation une fois qu'on arrête les programmes de fertilisation ou d'utilisation d'amendements. On a regardé beaucoup le développement radiculaire des racines. Des photos comme ça, ça change des paysages du Nord, hein, mais ça fait partie du paysage du Nord car ça le sous-tend. Et on était heureux de ce développement. Et arrive un moment où on a une décision à prendre. Est-ce qu'on maintient le programme de fertilisation? Parce qu'on ne peut pas être là pendant 100 ans. C'est l'agronome qui gère, qui décide qu'à l'aide de certains indicateurs, c'est une convergence d'indicateurs qui va permettre de dire, bien, cette prairie-là, sur ces 100 hectares-là, on peut la laisser, on peut arrêter. Donc, quels sont ces indicateurs? Départ de la végétation au printemps, état de la végétation, partie aérienne, évidemment, ces analyses de sol qui nous renseignent. On regardait aussi le rendement quantitatif de la végétation, ce qu'on appelle le foin en kilogrammes par hectare. On utilisait des comparables qui provenaient du ministère de l'Agriculture, parce qu'il y avait de l'agriculture plus au sud. On était en deçà, mais quand même, on n'était pas si loin. Alors, c'était intéressant de voir ça. Le développement des racines, qui est un élément bien important, et le développement de l'humus. Le but, c'était quoi, évidemment? Laisser des prairies autosuffisantes. Ces prairies-ci ont 10 ans. On ne les fertilise plus. Par contre, ça n'implique pas qu'un suivi n'est pas nécessaire. Dans 4-5 ans, il faut refaire des analyses de sol pour s'assurer que les niveaux de nutriments dans le sol se maintiennent. On a essayé de faire en 10 ans ce que la nature met 1000 ans à faire. Et voici cette gentille louve qui venait nous voir à tous les jours avec ses louveteaux et qui s'assurait de ce qu'on allait lui léguer. Merci beaucoup. Merci Claire. Alors, on a passé de 2 fois la France jusqu'aux carottes de sol. Et puis, on va remonter en échelle maintenant avec une architecte de paysage et un urbaniste qui travaille actuellement sur la planification des communautés faisant partie de Nunavik. Alors, Marie-Pierre McDonald, c'est à vous. Alors bonjour, c'est un plaisir de partager mon travail qui me passionne avec vous aujourd'hui. Parce qu'être architecte paysagiste au nord du 55e parallèle, je peux vous dire que j'ai beaucoup de défis à accomplir à tous les jours. Donc, en fait, je travaille pour l'organisation... Bon, en fait, je travaille pour l'organisation de l'administration régionale Ketivik. L'administration agit comme supramunicipalité desservant la totalité des 14 communautés inuites. Et moi, je travaille spécifiquement pour le service des ressources renouvelables de l'environnement du territoire et des parcs. Donc, je ne veux pas faire de jaloux, mais je travaille dans un environnement exceptionnel, des paysages naturels comme ceux-ci. Je sais que M. Beauchesne, tantôt, a présenté une petite partie du parc de Courgeouac. Ici, on voit la rivière La Coroque. Par la suite, ici, on a des images comme en bas du parc de Tursuyuk. Donc, la région offre une grande variété de paysages, des montagnes escarpées, des cuestas, des plaines marines. Cette diversité du milieu fournit de nombreux habitats à la faune. Mais il n'y a pas seulement des beaux grands paysages naturels, il y a aussi une dégénération et une transformation du paysage. Ce paysage-là, c'est un paysage économique. Présentement, je vais vous montrer l'exemple en fait de la ceinture du Cap Smith-Wakambé. En fait, cette ceinture-là regorge de minéraux dont les principaux sont le fer, le nickel, l'amiante et le cuivre. Il y a plusieurs compagnies minières qui sont installées à cet endroit-là. La photo du bas, c'est vous avez un exemple de la mine de Raglan qui est située là.
En plus des mines à ciel ouvert et souterraines, le site comprend des complexes d'hébergement, des voies de circulation, des concentrateurs, bâtiments pour l'entreposage des ressources récupérées, des installations portuaires et une piste d'atterrissage. Donc c'est très, très gros là, comme paysage économique. Évidemment, le paysage économique engendre une transformation des paysages humanisés. Évidemment, les villages autour des sites miniers, particulièrement celui-ci, tels que Salouit, Kingirsuyuak, Povintuk, connaissent un taux de croissance démographique assez important depuis les 30 dernières années. Donc, vous pouvez voir de 1983 à 2015 à quel point le village de Povintuk a augmenté. Donc, compte tenu de la croissance rapide de la population, évidemment, on a des besoins en habitation, en services publics, en infrastructures municipales. Et les municipalités, là, ils ne sont pas outillés pour répondre à la forte demande de cette croissance-là. Donc, c'est très difficile de contrôler le développement pour eux. Évidemment, ça crée des étalements géographiques parce que, évidemment, on a des contraintes de sol, le pergélisol, contraintes topographiques, les changements climatiques. Donc là, comme vous pouvez voir, ça, c'est le village de Salouit. Et on a fait une planification à long terme, là, puis pour les futures zones de développement, vous pouvez voir en jaune, c'est très loin du centre du village. Donc, il ne faut pas oublier que dans le nord, là, on construit du logement social. Et puis, imaginez-vous une mère monoparentale avec 5 enfants qui habitent à des kilomètres des services essentiels au mois de janvier à moins 50. Donc, c'est assez problématique pour les communautés présentement. Donc, le rôle du service de l'aménagement et de l'architecte paysagiste à l'échelle régionale, eh bien, c'est de travailler avec le plan directeur qui a été établi en 1998, avec des grandes orientations d'aménagement telles que la pratique des activités de subsistance, l'environnement et la faune, les gestions des ressources et le patrimoine. Ici, vous avez l'affectation du territoire. À l'intérieur, vous avez les aires protégées. Vous avez aussi les parcs, les aires de subsistance. Ça va vite. Et aussi, le service de l'aménagement, en collaboration avec le gouvernement du Québec, travaille présentement sur la création de parcs. Évidemment, il y en a 4 de créer. Peut-être il y en aura un prochain très bientôt. Évidemment, comme vous pouvez voir, il y a l'exemple du parc du Pingalouit qui est juste à côté du site de la ceinture Cape Smith. Et grâce à ça, ça limite une expansion ultérieure des opérations minières. Les aires protégées. Quand le gouvernement Charest a parlé du plan Nord, bon, je sais que M. Beauchesne en a parlé des aires protégées, mais en 2011-2013, il y a eu d'autres consultations suite au plan Nord à travers toutes les communautés. Et j'aimais bien cette citation-là de Maggie Moudluk, qui est notre présidente de l'ARC, qui est une femme exceptionnelle. Elle dit « C'est notre droit de nous battre pour nos terres. Nous devons trouver un juste équilibre entre la protection et le développement si nous voulons offrir à nos enfants de véritables choix dans les années à venir. Agir de manière proactive et prendre l'initiative de créer des aires protégées sont les seules façons d'y arriver. » Donc, je vais vous montrer juste en bas, vous avez la carte des aires protégées. C'est sûr que les communautés inuites aimeraient augmenter le pourcentage de leurs terres en aires protégées. Donc, le rôle des services de l'aménagement, là, ça c'est le côté régional, on touche beaucoup au côté municipal. En fait, présentement, on travaille sur des plans d'aménagement. On a 5 ans pour refaire tous les plans d'aménagement des 14 communautés au Nunavik. Présentement, il y en a 3 qui ont été faits. Salouit, Akulivik et nous avons travaillé sur Kuujjuaq parce que c'est un très gros village. Ça, c'est lors des consultations publiques à Akulivik. C'est sûr qu'à court terme, on n'a pas le temps de faire des plans d'urbanisme, les 14 communautés en 1 an, même si c'est très urgent. Donc, à court terme, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des plans d'expansion pour définir le lotissement. Mais je peux vous dire que c'est assez problématique parce que souvent, on reçoit l'allocation des maisons vers la fin mai. Donc, on a comme 3 semaines pour créer des plans d'expansion. Et ça l'amène à plusieurs erreurs. Il ne faut pas oublier que le service de l'aménagement, là, on est 3 personnes là, et 2 personnes à temps plein sur le municipal. Donc, on manque beaucoup de temps. Donc, à long terme, évidemment, c'est la révision des documents d'aménagement. C'est un long processus, là, c'est sur 1 an. Plusieurs consultations, on consulte aussi les jeunes. Vous seriez surpris à quel point les jeunes de la communauté ont des bonnes idées, parlent beaucoup de la sécurité, de leur inquiétude. Donc, ça, c'était des jeunes filles avec qui je discutais lors d'une consultation, très mignonne.
Donc ça, c'est un exemple du plan d'aménagement de Coudjouac sur 20 ans. Donc, vous pouvez voir, c'est très dispersé, mais à cause des contraintes de sol, de pergélisol, on est très limité. Et non seulement ça, la SHQ a développé des prototypes de maisons. On commence à évoluer un peu de ce côté-là, mais on manque beaucoup. On n'a pas beaucoup de variétés de ce côté-là, donc on est très limité pour les constructions. Donc, par exemple, la construction sur pieux, je sais qu'au Nunavut, on a développé beaucoup cette technique-là, mais ici, au Nunavik, on commence à en parler. Puis sur du pergélisol, ça serait beaucoup mieux de construire sur pieux. Donc, ça éviterait de construire un peu étendu comme ça, là. Parce que présentement, on construit sur des radiers, puis ça demande beaucoup de matériel, puis on est très limité pour ce qui est de la topographie. Donc, pour terminer, en fait, nous, notre rôle là, comme architecte paysagiste, aménagiste au Nord, c'est d'outiller les municipalités et toute la région du Nunavik, les aider à contrôler mieux leur territoire, puis c'est ce qu'on veut. On travaille avec les jeunes, puis les jeunes, vous seriez surpris, ils veulent s'impliquer. Puis nous, notre but, c'est vraiment les outiller pour pas qu'il y ait d'erreurs monumentales, là, surtout avec le plan Nord qui s'en viennent, qui soient en contrôle de leur territoire. Donc, Nakumik, merci, thank you. Il nous reste un bon 25 minutes maintenant. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes pour tes questions, tes commentaires. Et je vous invite à prendre un micro si vous avez des questions que vous voulez bien poser. Et en attendant, j'ai une question. Une question que je pose probablement à Patrick, mais pas exclusivement à Patrick, c'est la suivante. Vu les changements climatiques qui s'annoncent et qu'on voit dans le Nord, ce n'est pas quelque chose de théorique, on le voit. Vu que chaque aire protégée a tendance à avoir des frontières, si les frontières bougent à cause de changements climatiques, quelle est la stratégie qu'on peut avoir par rapport à ces aires protégées? Et je vous invite peut-être juste à prendre le micro. Parfait. La question est excellente et ça fait partie d'un domaine de recherche là, qui est en émergence, c'est-à-dire quelles sont les stratégies d'adaptation au changement climatique relatifs à un réseau d'aires protégées qui est fixe. On s'est inspiré aussi des simulations de changement climatique qu'on fait au RANOS et d'essayer d'avoir des simulations de quelles seraient les migrations de certaines populations fauniques ou même certaines populations végétales, mais ça va être longtemps dans le temps. De façon générale, dans le design du réseau des aires protégées, c'est d'essayer de favoriser autant que possible de très grandes aires protégées, donc la théorie du single large est meilleure que du several small, de façon générale, et de favoriser les gradients nord-sud pour l'établissement du réseau des aires protégées, ce qui ferait en sorte que même dans une dynamique de changement climatique qui aurait un impact sur la biodiversité ou sur la dynamique même des écosystèmes, on minimise le risque. Ce n'est pas une police, ce n'est pas une garantie universelle du maintien du capital nature, mais c'est une façon de minimiser le risque. L'autre élément de stratégie, c'est de s'assurer entre, je dirais, les core areas, qui sont les noyaux durs de conservation, qui sont les aires protégées, de s'assurer de stratégies d'aménagement, notamment dans le domaine forestier, pour assurer un certain maintien de la connectivité des écosystèmes entre les aires protégées, assurer par exemple des stratégies qui vont minimiser la fragmentation du territoire forestier. Donc il n'y a pas une seule réponse, ça va être la synergie de plusieurs stratégies d'aménagement qui vont faire en sorte qu'on va minimiser le risque pour l'adaptation au changement climatique. Une question ici? Oui, Pierre. Bonjour, Pierre Bouchard, architecte paysagiste. Mes anciens collègues de travail savent que parfois je pose des questions simplistes et parfois très simples. Et j'ai une question un peu simple à poser, veuillez m'excuser. Je regardais la diapo de Paula où est-ce qu'on voyait essentiellement 3 couleurs.
Le rose, qui sont les zones à potentiel minier. Le vert, qui sont les zones de protection, et le blanc. Et là, ça me sautait aux yeux que, dans le fond, l'idée de protection, le concept de protection est apparu, dans le fond, en réaction au développement dans le Sud, où est-ce qu'il y avait tellement de développement qu'on a été obligé de se développer un outil qui était la protection, de façon à pouvoir se protéger au moins des morceaux. Et là, je regardais, puis je me disais, quelle est la différence entre les zones protégées et les zones vertes et les zones blanches? Dans le fond, c'est la même population, c'est les mêmes activités, c'est la même chose. Donc, j'aurais eu tendance à dire, développons un nouveau concept et, disons, prévoyons les zones à potentiel de développement et le reste, mettons le vert et on n'en parle plus. C'est pour ça que je vous disais que c'était simple. J'ai de la difficulté à comprendre comment ça se fait qu'on arrive avec un concept de protection dans une zone qui, manifestement, on n'a pas intérêt à développer, puis il n'y a pas de potentiel. Il n'y a pas des immenses territoires avec des potentiels de développement. Donc, c'est une question, mais en même temps de réflexion. En tout cas, je vous laisse le soin de décider sur la réflexion ou une question. Je vais commencer. La question, c'est toujours une question de se fixer un objectif puis de prendre les moyens pour y arriver. Bon, les scientifiques disent, par exemple, il y a le concept du half for nature. On devrait au moins protéger 50% de ce qu'on a si on veut maintenir des formes d'écosystèmes fonctionnels, etc., etc. Ça, c'est une théorie. L'autre théorie, c'est de dire on se fixe des cibles qui sont un peu une question administrative. Quand le Québec s'est fixé 8%, c'est que déjà, quand le rapport Brundtland sur le développement durable était sorti, sans fixer une cible, le rapport Brundtland, ce qu'il disait sur le livre qui s'appelle « Notre avenir à tous », disait qu'il faudrait que le réseau des aires protégées à l'échelle planétaire soit le triple de ce qu'il est actuellement. Bien, actuellement, à l'époque, en 1980, je crois, le rapport Brundtland, c'était 4%. Le 12 est sorti de là. C'est pas plus bête que ça. Il n'y avait pas de grand concept théorique et d'étude que quel est le pourcentage exactement de protection. Si on reprend ta question, par rapport au territoire du plan Nord, si on fait le cumul de toutes les surfaces qui ont une empreinte humaine au nord du 49e parallèle, les barrages, les réservoirs, les mines, les chemins, les lignes hydroélectriques, les coupes forestières, ça représente 8% du territoire sur lequel il y a une empreinte humaine. Donc, il y a 92% du territoire qui, par défaut ou par inaccessibilité ou par le fait qu'il n'a jamais été mis en valeur, est intact. Théoriquement, il est protégé. Donc, on pourrait y aller à l'inverse. On pourrait dire il n'y aura jamais plus que 15% du territoire du plan Nord qui sera développé. Donc, par défaut, 85% seraient protégés tout seul, sans que l'homme intervienne. Il y a la réalité écologique, il y a la réalité politique. La réalité politique, c'est que le pays, le Canada a signé une convention, le Québec s'y est déclaré lié par décret gouvernemental, donc on est en marche administrativement pour atteindre les cibles qui ont été convenues à l'échelle internationale. Il y a des lois pour donner des statuts légaux. Donc, le gouvernement, la société dit on se donnera une police d'assurance nature équivalente à 20% de notre territoire. Sachant très bien que ce n'est pas le 80% du reste du territoire qui va être un paysage lunaire là, à l'échelle d'une vie humaine ou même à l'échelle probablement de la vie de l'humanité. Tu sais. Mais c'est une cible pour se mettre en marche puis que le gouvernement agisse en disant ben nous, on a mis ça de côté pour toutes sortes d'objectifs, générations futures et autres. Mais les deux logiques se défendent. Si vous me permettez, Pierre, votre question simple puisse être assez complexe. Comme par exemple, le blanc n'est pas un vide. Il est utilisé par les Inuits pour les activités de chasse, de pêche, etc. Et le vert n'est pas exclusif de conservation de la nature. Les Premières Nations, les Inuits, peuvent s'en servir pour la pêche, la chasse, etc. Donc, les couleurs sont un peu trompeuses, pour une. Pour deux, il y a effectivement toute la question de, pas juste l'échelle en chiffres,
Mais si une mine opère 24 heures par jour, avec tout ce qui s'implique avec la lumière, le bruit, la poussière, ça a un impact bien au-delà des frontières de territoires réservés pour les mines. Donc, encore, les frontières sont ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas imperméables et au contraire. Juste une précision, justement, depuis ma question, c'était à l'effet que quand on regarde les sous-âges entre le lac et la mer, ce sont les mêmes sous-âges. Pas tout à fait. Ouais. Les Inuits vont les chasser plus de territoire que maintenant. Et donc, OK. Tu avais une autre question? Oui, pour Mme Lemieux, Vincent Dumais ici. Donc, ce que vous nous avez présenté, là, la renaturalisation de certains lieux, pour être allé souvent à Wabush, le trou qui est là, c'est pas un trou, c'est pas un petit trou, ça, ce machin-là. Comment est-ce que les techniques que vous avez explorées pourraient arriver à, je ne veux pas dire colmater, mais amoindrir ça? Il me semble que ce que j'ai vu tout à l'heure, là, ça avait l'air de quelque chose de relativement facile à régler. Peut-être que je me trompe, là, mais... Vous n'avez pas tout vu. Okay. C'était uniquement un des éléments Okay. du paysage et j'ai vraiment focusé sur la végétalisation du matériel à nu. Okay. Mais la fosse, elle était à côté, elle était ennoyée parce que c'était les choix de la mine, des directeurs de la mine, des exploitants. Et elle commençait à déverser ces années-ci là, dans une rivière. Elle retournait à l'état naturel. Alors non, la fosse reste là, mais l'intérêt, c'était les choix qui ont été faits avec le MRNF, ça a été de l'ennoyer. Il y a une empreinte dans le paysage. Sur 500 hectares, il y a 400 hectares qui ont été revégétalisés ici. Ah oui, tant que ça, quand même. Bien, le site était très grand. Oui. Mais là, il y a 100 hectares qui restent... Là, l'intervention que vous avez faite, on la situerait où, là, en termes de latitude, là? Parce que plus on va vers le nord... Plus... 50, oui, tout à fait d'accord. 52e parallèle ici. Ah oui, si loin. OK, Oui. OK. Wow, bravo. Parce que pour les avoir vus, ces trous-là, c'est quand même des empreintes. Tu te dis, c'est pas un désastre municipal, c'est un désastre national. Alors, ce que ça va représenter comme travail à faire pour régler ça éventuellement? Merci. Merci, Vincent. Autre question? Oui, Jean? Oui, bonjour, Jean-Landry. Le thème est régénération et évidemment, on en a parlé beaucoup. On a surtout parlé de naturalisation et de renaturalisation. Donc, c'était clair, ça a été bien présenté. Puis comme vous venez de dire, on fait ce que l'on peut, puis on travaille avec nos clients. Mais il y a un aspect qui est fondamental, qui a été mentionné par tout le monde. Tout le monde autour du panel l'ont mentionné. C'est que on parle évidemment du caractère exceptionnel et ainsi de suite, mais évidemment, Paula, elle, a lancé la brique dans le pavé dans l'étang en disant, mais de toute façon, la valeur que nous, on donne à ça, c'est comme lorsque quelqu'un qui regarde le territoire ou qui regarde le paysage actuellement dit, moi, ça me tenterait de regarder des palmiers, parce que c'est bien plus beau des palmiers. Donc, nous, on est extrêmement, on voit les paysages du Nord comme étant exotiques, et c'est une vision de développeur, une vision de blancs, d'occidentaux, qui regardent un territoire qui, pour les Inuits, c'est leur territoire et c'est leur vie. Et à un moment donné, Paula, tu mentionnais justement qu'il y avait eu des implantations que nous, on regarde comme étant des cicatrices absolument hideuses, c'est-à-dire d'un pipeline, donc on voit toutes les méchantes compagnies pétrolières, ainsi de suite. Donc, c'est tous des jugements de valeur à caractère moral que l'on fait, qui peuvent être bonnes ou pas bonnes, mais ce sont quand même des jugements que l'on fait. Nous, on est des architectes paysagistes, on intervient, donc on a des jugements esthétiques, et ainsi de suite. Mais tu vas juste laisser, comment on peut dire, donc tu vas commencer à traiter du fait qu'eux, dans certains cas, sont même insultés de voir que nous considérons que certaines choses ont certaines valeurs, puis là, tu laissais sous-entendre que peut-être que c'était pas pour eux aussi important. Puis j'aimerais mieux comprendre, parce que je pense que c'est fondamental, si on veut intervenir, renaturaliser, réparer un terrain qui est complètement détruit ou
n'y a plus de nature, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien. À ce moment-là, ça me semble assez, c'est comme basic, là. Mais à partir du moment où on veut créer un territoire, où on veut redonner un caractère exceptionnel, un territoire qui est exceptionnel, et ça s'exporte partout, dans le sud comme dans le nord. C'est juste que c'est différent dans le nord. C'est le nord, c'est les territoires du nord, c'est des peuples différents. Mais là, il y a une question culturelle. Et puis ça c'est quelque chose que on en parle, j'en parle tout le temps. Il y a deux réponses qui se préparent. Paula est prête? Ou juste Paula? Je viens du Pays-Bas et aux Pays-Bas, toutes les square centimeter is designed about 50 times. There is a piece of new nature in a new polder that was the last one to become dry, and an incredible nature has developed there. It's called the Oostvaardersplassen. There's currently a national debate whether that could become a national park. The whole country is upset because they found dead animals there. And so from that perspective, to think about Quebec, where this enormous territory that is inaccessible, and I'm not talking about the Inuits, but I'm just talking because there is no road there. I believe there is a value in that goes beyond Quebecers, that has a national and continental value, that there is a piece of land, there is a pristineness and a quality, aesthetic, environmental, spatial, cultural, identity, ecological, in that piece of land. I believe that as an outsider, and I find that incredibly precious. And I would like to see that quality remains for a very long time. So my question then to the government of Quebec would be, is this 50%, where is that 50%? Is that all fragmented everywhere? Or is there a core there that includes a big chunk of that 50% in that ce pays qui est inaccessible? I hope so. Patrick? Oui, merci. Pour continuer à la question suivante, et par rapport à l'élément considération du paysage, ou paysage symbolique, ou paysage associatif, en conservation, je dirais qu'il y a deux grands groupes. Il y a la vision utilitariste du territoire, il y a la vision hédoniste du territoire. Pour les gens du Sud, souvent le territoire, c'est une vision hédoniste à la chose. C'est le pristine, le wilderness, le territoire inaccessible. Il y a des valeurs intangibles, on est dans l'immatériel, on est dans le philosophique. On aime à savoir, comme urbains qui prenons le métro, qu'on est pris dans nos voitures chaque matin. Ben moi, je suis en autobus, là, je ne suis pas en voiture, mais en tout cas, ça c'est... Ou en vélo l'été. Mais on aime croire qu'il y a de ces espaces chez nous qui sont encore intacts. Et bien qu'on vit dans une trame extrêmement perturbée, dans un milieu urbain ou aménagé, ou peu importe le qualificatif qu'on peut lui donner, on aime imaginer qu'il y a encore de ces grands espaces vierges qui existent. La vision utilitariste du territoire, c'est... J'ai eu l'occasion de faire une consultation publique sur le plan Nord en 2012. On est allé à Matagami, on est allé partout, on est allé dans le Grand Nord. Et pour eux, là, les gens de forêt, les gens de mines, les gens qui exploitent les ressources naturelles, ils adorent la nature, ils adorent leur territoire, mais ils veulent y vivre. Ils veulent y élever des enfants, ils veulent y mourir, et ils veulent s'épanouir sur ces territoires-là. Puis ils ont une vision complètement différente de ce que peut être. Et eux, ils se questionnent sur la nécessité de protéger le territoire. Qu'est-ce que ça donne de faire des parcs? C'est le monde de Montréal qui vient ici 2 semaines, ils s'en vont, puis après ça, on ne les voit plus. Donc, il y a vraiment cette vision-là à l'égard de la considération paysagère, utilitariste versus la vision hédoniste. Et on est pris dans cette dualité-là. Donc, il faut pouvoir répondre à ça. Deuxième élément, pour la sous-question de Paula, où sera situé ce 30%-là? J'aimerais avoir la réponse. On va avoir à travailler là-dedans dans les prochaines années. Je vous dis que la cible à court terme, c'est 2020, 20% d'air protégé. Et juste ça, on va en avoir plein nos bottines pendant les 6 prochaines années à déterminer quels seront les territoires qui, eux, seront protégés légalement.
On a des lignes directrices, on a des principes scientifiques, on a plein... Mais la base, c'est essentiellement qu'il faut que le réseau soit représentatif de la diversité biologique et ait pris en compte les impacts socio-économiques d'affecter une partition de territoire à autre chose qu'à l'exploitation des ressources naturelles. Donc, je résume, là, je pourrais vous en parler pendant des semaines, mais c'est essentiellement avec l'élément où on va travailler. Pour ce qui est du 30 lorsqu'on prend le mot conservation, de façon générale, on le met tout de suite en adéquation complète avec protection de la nature. Mais conservation, selon la stratégie mondiale de la conservation de l'Union internationale de la conservation de la nature, il y a 4 dimensions à la conservation. Il y a la préservation, ça c'est les aires protégées. Il y a la protection, c'est tout ce qui est règlements environnementaux, minimisation des impacts, etc. Il y a l'utilisation durable du territoire et il y a la restauration. C'est les 4 dimensions de la conservation. Et le 30 devra répondre en partie ou en tout à un ou l'autre ou une partie de ces 4 volets-là. C'est un peu ça la trame de travail avec laquelle on va amorcer la réflexion sur le 50 Je sens qu'on est prêt à terminer. Paula, vous avez une intervention très rapide? Non. En tel cas, permettez-moi d'enchaîner avec une autre question à Marie-Pierre, qui porte également pas sur les territoires de conservation, mais sur les communautés en tant que telles. Avec le changement climatique, il y a une communauté au nord, celle de Saluit, qui n'est pas autant stable que ça y était, à cause des questions géomorphologiques qui se posent dans ce territoire. Le périgésol est vraiment une question particulièrement problématique. Dans le cas de projets miniers océaniques, la communauté de Opeluk a une population de 210 personnes. La population des travailleurs à 5 km est de entre 900 et 1500 personnes. La question que je pose, face à ces genres de situations, quelle est la stratégie de planification des communautés inuites face à ces genres de problèmes? Allô? Ah, bon. En fait, puis ça poursuit un peu de ce dont on parlait. Je pense que présentement, on est un peu en retard là, sur la planification. Il ne faut pas oublier que les projets miniers, là, ça a commencé dans les années 50 au nord du Québec. Et puis, se procurer un claim minier, là, ça prenait quelques secondes. On va en ligne, puis c'est encore très facile de se procurer ça. Tandis que créer un aire protégée, là, il faut penser que, par exemple, on a eu notre plan directeur d'aménagement en 1998. On a commencé à parler des parcs au Nunavik en 2002, les aires protégées, etc. en 2008. Mais il ne faut pas oublier que c'est depuis les années 50 que les projets miniers sont là. Donc, ce qui est triste là-dedans, c'est que, dans le fond, nous, en tant qu'aménagistes, il faut travailler sur une meilleure planification pour réussir à protéger ça. Et ce qui est triste, c'est que ça prend beaucoup de temps pour réussir à créer un aire protégé et des parcs, parce que pour un claim minier, ça ne prend pas de temps. Pour revenir à ce que vous disiez sur le pergélisol, les changements climatiques, il ne faut pas oublier que nous, au Nunavik, on parle de certaines communautés de la baie du Tson. D'ailleurs, Ouranos travaille sur une évaluation climatologique. Et il y a certaines communautés qui risquent, d'ici 20 à 30 ans, d'être inondées. Donc, nous, il faut déjà prévoir ça, parce qu'il y a plusieurs communautés qui sont sur le bord de l'eau. Et en raison de la topographie et tout ça, des fois, c'est difficile de déménager une communauté entière. Donc, il faut s'y prendre d'avance. Au nord, là, l'aménagement, c'est quelque chose c'est encore un peu tabou. Là. Des fois, on me nomme la cartographe. Oui, je suis un peu cartographe, là, mais je suis aménagiste. Puis ça, on parle de gens à l'intérieur de l'administration régionale Kativik, là, des gens qui travaillent sur des développements économiques. Puis ils viennent nous voir, as-tu une carte? Oui, mais je ne suis pas juste cartographe, je suis aménagiste. Donc ça, on est au début, là. On est en train d'enseigner les gens au nord, pas juste les communautés, là, mais les gens autour de moi, à l'administration, pour leur dire, je suis aménagiste, voici ce que je fais, et tranquillement, ils commencent à comprendre l'importance.
Donc, c'est pour les changements climatiques, et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais rajouter pour l'histoire d'Opalouk. Opalouk, c'est pas loin de Coudjouac, du côté de la baie d'Ungava. On parle de nombreux projets miniers, mais de fer. Donc, présentement, le prix du fer est très bas. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas encore développé les projets miniers. Mais moi, je peux vous dire, parce que je consulte le maire d'Opalouk régulièrement, il est nerveux. Il ne sait pas quoi faire, là. Ils ne sont pas outillés. On n'a pas de plan d'aménagement présentement. À chaque fois qu'on a du nouveau développement, je me casse la tête, j'essaie de trouver un endroit. Il y a eu un feu d'ailleurs l'année passée, une école qui a brûlé. Il a fallu trouver un endroit, c'est pas facile. Puis là, s'il y a les projets miniers qui se développent demain matin, c'est quoi la stratégie pour protéger les territoires autour de ça? Parce que eux, là, dans les terres de catégorie 1, c'est leur garde-manger. C'est là qu'ils vont chasser, pêcher. C'est avec ça qu'ils se nourrissent. Ils ont un community freezer. Toutes les communautés, ils ont des community freezers. Ils peuvent aller se servir là quand ils veulent pour se nourrir. C'est très important. Donc, il faut qu'ils soient outillés. Il faut qu'il y ait une planification de fait. Mais malheureusement, je le dis là, c'est triste parce que nous, les aménagistes, premièrement, on n'est pas assez au département. On n'est pas outillés nous-mêmes pour planifier, pour éviter ça. Et ils sont inquiets, là. On parle de gros projets miniers, c'est des villages de 200 habitants. Je veux dire, quand je débarque à l'aéroport, j'y vais à pied, à la coop, hôtel, je vais à la mairie à côté, tout est à côté, tout est très petit. Mais quand on parle des villages qui triplent en 10-15 ans, ils ne sont pas prêts pour ça. Donc, voilà, je sais pas si ça complète. Je soupçonne que Paula aimerait bien avoir le dernier mot. I think she needs help, don't you think? Yeah, I think so. And I think as landscape architect, we know the big picture, but we build. And so we really fit in that transitional zone, and as landscape architect we can also imagine new futures, right? So we can analyze what's there, come up with a proposal, and then do it, but we can't do it alone. So I'm talking to the choir here, but it's really you who does the work. So I'm talking to the government on this side, that's Patrick primarily. Yeah, you are representing, but I think Oui, c'est représentant. Mais est-ce qu'on peut trouver plus de personnes qui pourraient être impliquées dans la future du Nord? That's what I'm saying. Hein? Alors, je remercie tous les 4 panélistes. J'espère que ça vous avait donné un petit goût, peut-être, de ce qui se présente au Grand Nord. Les défis, et ils sont majeurs, et je vous invite tous à prendre connaissance et peut-être de s'impliquer d'une façon à l'autre dans ce défi. Merci beaucoup.